Chers auditeurs, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la présence de Elena Jahan et de Gérard Cognot. Alors, ce sont à la fois, il y a des points communs entre ces deux personnages qui sont leur intérêt pour le monde russe en partie et pour certains personnages de la littérature et de l'art, et également tout ce qui est lié à la littérature autour de cela. Alors, notre ami Gérard Cognot n'est pas là pour la première fois, puisqu'il a écrit beaucoup de livres sur les avant-gardes, sur toute une analyse du totalitarisme, des totalitarismes, parce que son acuité sur le sujet nous a permis de les distinguer autant en Occident qu'en Orient. Et donc nous avons ici son dernier livre qui est un peu la suite de tous ceux dont nous avons parlé avant et qui nous ont intéressés beaucoup sur le plan de l'art, puisque ce sont des questions que nous, artistes français, nous posons. Et nous connaissons mal l'histoire de ce qui s'est passé en Union soviétique et puis ce qui se passe en Russie, et nous avons besoin de le savoir. Disons, ce désir que les Russes ont de venir en Occident, de partager, il y a une fascination, il y a un syndrome, comme vous dites. La preuve, c'est que Lucien Guitry était tellement estimé, et il n'était pas le seul. C'est une époque où les liens étaient quand même assez étroit entre la France et la Russie sur le plan culturel, théâtral, artistique, etc. Et ça, je pense que c'est des marques. Ça laissait des marques, et c'est, je crois, d'ailleurs, le général de Gaulle l'avait dit, hein, que la France sans la Russie et la Russie sans la France ne peuvent pas vraiment exister à ce point-là. Oui, on a besoin de l'autre. Oui. Voilà. Alors je serais curieux de savoir quels étaient les sentiments de Guitry vis-à-vis de la Russie. J'ai oublié peut-être de dire à nos auditeurs que malgré tout, il y a très peu de personnes en France, il y en a bien sûr, mais il y en a très peu qui ont connu toute cette histoire pendant la période soviétique, puis également après la période soviétique. Vous avez été en Russie, mais vous avez été aussi dans les pays de l'Est. Et oui. Vous avez, alors, vous étiez lecteur dans les universités. Oui, c'est ça. Vous étiez dans le milieu intellectuel. Donc, vous avez absolument été trempé au milieu de cette effervescence intellectuelle à l'Est. Et puis après, vous avez été aussi en France, à Nancy. Oui, j'ai fait un long parcours dans les pays de l'Est, un peu par hasard. Vous savez, il faut dire que moi, j'aurais dû normalement aller faire la guerre d'Algérie. Mmh. Je n'y tenais pas évidemment beaucoup, mais c'était ça. Et j'ai eu la chance d'être par le Quai d'Orsay, d'être envoyé dans les pays de l'Est où on avait un grand besoin de ce qu'on appelait maintenant, c'est un nom qui a un peu disparu, les lecteurs. Des lecteurs dans les universités. Et donc, j'étais nommé lecteur comme, depuis 6 mois, le poste de Łódź, en Pologne, n'était plus attribué. Et la France tenait beaucoup à, quand même, à cette époque, reprendre de bonnes relations avec les pays, disons, de l'orbite soviétique. Et donc, évidemment, chaque fois, c'est la carte culturelle que l'on joue, hein, et c'est normal. Parfois, c'est la carte sportive. On a eu des championnats de ping-pong en Chine, mais enfin, c'est surtout la carte culturelle. Vous êtes allé dans des endroits aussi lointains que Alma-Ata, voilà. Odessa, Alors, j'ai été nommé donc à ce poste. J'y suis resté 7 ans. Et j'ai appris le polonais, on peut dire. Je connaissais déjà un peu le russe, mais pas. Je l'avais appris au Langso seulement. Et donc j'ai pu comme ça, disons, parfaire ma connaissance du polonais et du russe. Et vous avez beaucoup traduit. Et après, et ce qui nous manquait aussi, c'était oui, c'est ça. Mais je me suis beaucoup, je me suis vraiment intéressé à la fois à la culture polonaise et à la culture russe.
Bon, j'ai un peu trahi la Pologne pour la Russie, il faut le dire. Parce que vous avez épousé une Russe. Voilà, j'avais d'abord épousé une Polonaise et puis ensuite j'ai épousé par la suite une Russe avec qui je vis toujours d'ailleurs. Et j'ai éprouvé, je dois dire, enfin c'est très subjectif, mais vraiment un grand amour pour la Russie en général. La Russie, le peuple russe, l'histoire russe et la Russie elle-même, n'est-ce pas? Il y a une vraiment, c'est une fascination que j'ai et je dois dire que je peux être très partial dans mes jugements parfois parce que j'aurais toujours beaucoup de mal à critiquer ce pays que j'aime. Mais quand même, il faut être objectif. Et dans mes travaux, j'ai toujours essayé quand même Vous essayez aussi de comprendre de l'intérieur, et surtout, comme vous l'avez situé sur le plan des relations intellectuelles et des échanges, qu'est-ce qui est si différent, qu'est-ce qui caractérise si profondément la Russie, quels sont les malentendus, quels sont les manques et les richesses de chaque côté. Enfin, Mais vous savez, c'est un sujet très compliqué à traiter. Oui, d'ailleurs, très complexe. Parce que, d'une façon complexe. Comme on sait, il y a toujours eu un débat entre les slavophiles et les occidentalistes au XIXe siècle, et ce débat s'est toujours prolongé sous différentes formes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, donc cela permet de mieux comprendre ce qui s'est passé en Russie après l'effondrement de l'Empire. En fait, il y a eu plusieurs effondrements. Vous avez eu l'effondrement des tsars, et puis vous avez l'effondrement de l'Empire. Et il y a un certain nombre de circonstances qui sont à la fois les mêmes et d'autres qui ont évolué. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui s'est passé à la fin du XIXe. Alors, vous revenez en arrière, évidemment, dans votre livre dont nous allons parler, la Russie et son double. Dire, si je veux expliquer la Russie d'aujourd'hui, je suis obligé de revenir au XIXe siècle. Oui, tout à fait. Et puis il faut dire que ce qui est fondamental, ce que souvent on néglige en fait, on croit que la Russie c'est un pays complètement monolithique, n'est-ce pas, fermé sur lui-même, etc. Alors que c'est un pays multiculturel. Alors qu'au contraire, justement, c'est ce qui, vous savez, Chadaïev a dit que toute l'histoire russe était déterminée par le fait géographique. Le fait géographique. Et au fond, la Russie a toujours été à la recherche de son identité, de son unité. Du fait qu'elle est toujours écartelée entre deux mondes, n'est-ce pas, l'Eurasie et l'Europe. Et moi, je me suis beaucoup attaché, disons, à décrypter ce que j'ai appelé le syndrome occidental dans la pensée russe, dans l'histoire russe, qui remonte à très loin, n'est-ce pas, et qui, me semble-t-il, c'est dans ce syndrome occidental que je vois aujourd'hui la cause, justement, paradoxalement, de la rupture. Parce qu'il y a toujours eu chez les Russes une attente très forte de cette culture et de cette civilisation européenne dont ils se sentaient malgré tout écartés, n'est-ce pas, et relégués à un rang inférieur du fait quand même, effectivement, de la situation, du servage, enfin tout ce qu'on connaît, quoi. Est-ce qu'on peut pas expliquer ça par le fait qu'au fond le christianisme a deux poumons? Et le schisme a séparé les deux poumons et qu'il y a il y a eu un manque tant en Occident en Orient pour l'autre moitié. Mais bon, je suis peut-être un peu sceptique, un peu pessimiste, mais je crois aujourd'hui justement que le poumon occidental est très abîmé et que c'est le poumon oriental, enfin russe, qui reste très vivace en ce qui concerne justement le christianisme. Je crois que les valeurs chrétiennes, elles sont beaucoup plus conservées aujourd'hui dans la Russie actuelle que dans l'Europe. Vous savez, en Europe, comment ça se passe? Il n'y a pas de goulag, il n'y a pas de choses comme ça, mais il y a eu un pouvoir d'invisibilisation de tout ce qui ne convient pas. Et quand on regarde le christianisme de près, si on peut dire, on voit des choses qui ne sont jamais visibles dans les grands médias,
si vous voulez, c'est ce qui s'est passé aussi avec l'art. Il n'y a pas eu, il y a eu un art officiel en France, conceptuel, etc. Mais il n'y a jamais eu de goulag en France. Sauf qu'il y a eu une invisibilisation de tous les intellectuels et les artistes qui n'étaient pas dans le courant officiel. Oui, c'est ça. C'est un totalitarisme soft, doux, si on peut, dont peu de gens ont conscience. Et le poumon chrétien, il se porte mal, oui et non. Oui. Ce qui m'a frappé tout de même, c'est que quand j'ai quand même vécu 20 ans, donc dans les pays de l'Est, donc en Pologne, en Union soviétique, Alma-Ata pendant 1 année, 2 années à Odessa, et ensuite pendant presque 9 ans à Bratislava. Et donc j'avais des conversations avec les intellectuels et j'étais toujours, je sentais toujours un devoir de leur apporter des informations dont qui leur manquaient du fait du rideau de fer, etc., n'est-ce pas, de la coupure, parce que quand même, les autorités prenaient garde à ne pas trop laisser entrer des courants, même sur le plan littéraires, artistiques, etc., occidentaux, qui auraient pu peut-être, disons, contaminer la population. Donc, mais il y avait vraiment cette attente, ce besoin, mais en même temps, il y avait une connaissance de notre culture, par exemple la culture française, de la littérature, que j'ai pu comparer ensuite à celle des Français eux-mêmes, non seulement vis-à-vis de la culture, des cultures étrangères, notamment la culture russe ou polonaise, etc., mais même de leur propre culture. C'est-à-dire que je connais jusqu'à présent encore beaucoup de Russes et de Polonais qui connaissent beaucoup mieux la littérature française que beaucoup de mes collègues. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, pour expliquer un peu mon cheminement personnel, j'étais d'abord, évidemment, là-bas, très critique envers toutes ces contraintes, ces interdictions, n'est-ce pas, etc. En même temps, j'avais d'excellents rapports avec les gens que je rencontrais, avec les intellectuels, avec des universitaires, avec des artistes. Je me rendais compte qu'il y avait un niveau culturel quand même qui était très élevé, parce qu'en dépit de la censure, il était fortement soutenu par l'État. Alors je me suis intéressé à différents secteurs, n'est-ce pas? Par exemple, je me suis entré assez tôt en relation avec un groupe de critiques de cinéma, d'historiens du cinéma, n'est-ce pas, autour de Naum Kleiman, qui s'était surtout concentré sur l'œuvre d'Eisenstein, non seulement pour faire connaître évidemment ses films parce qu'ils étaient déjà très connus, mais toute son œuvre écrite, qui est une œuvre véritablement de philosophie de l'art. Donc, je suis rentré en collaboration avec eux. Il faut dire que c'est là un peu le point noir, hein, disons, de la Russie actuelle. Parce que si sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, il faut remarquer que si on compare la Russie que j'ai décrite, enfin la situation de la Russie que j'ai décrite dans mon journal de Moscou des années 90 et la Russie d'aujourd'hui, il y a un abîme. Pas. Et là, malgré malgré la diabolisation de Vladimir Poutine, qui est d'une absurdité totale, à mes yeux. C'est une technique d'influence. Voilà. Mais je crois que l'histoire retiendra qu'il accomplit une œuvre vraiment considérable, sinon gigantesque, pour relever la Russie là où au degré où elle était. C'était un pays du tiers-monde, n'est-ce pas? Il y avait des millions d'enfants qui étaient complètement largués dans les rues. On ne payait plus les pensions, on ne payait plus enfin, c'était vous soulignez d'ailleurs dans votre livre quelque chose de très important. Ça s'est passé en 1917 et on a le récit de la décomposition en quelques jours, et ça a duré quand même un certain temps, de la Russie tsariste. Et c'est un peu la folie quand on lit ce récit. Et là, au fond,
on pourrait faire connaître ce qui s'est passé dans les années 90. Voilà, c'est comme quelque chose de l'ordre de la table rase. Voilà. Et d'ailleurs, c'est c'est une tentation que nous avons ici en France, en ce moment, l'idéal de la table rase. Alors, certes, la Russie n'avait pas anticipé la table rase de 1991. Entre 91 et 2000. Oui, alors, c'était quand même un état effarant de la société, parce que tous les gens qui occupaient diverses fonctions, qui étaient ingénieurs, professeurs, médecins, avocats, ou toutes sortes, ils étaient virés, ils ne pouvaient subsister que par deux moyens. Il y avait la privatisation des appartements, qui ont entraîné d'ailleurs des conflits dans les familles, parce que les gens se disputaient, se battaient pour avoir l'héritage, n'est-ce pas, le droit de propriété. Ça s'est produit dans la famille de ma femme, par exemple, mais presque dans toutes les familles. C'était un désastre. Puis, alors, les gens qui avaient des voitures, ils se servaient, ils faisaient les taxis au noir. C'était les deux moyens de subsistance. On ne payait plus rien, il y avait plus de travail, il y avait plus de salaire, il y avait plus de production, il y avait plus rien. Il y avait une minorité de parasites qui se sont emparés du pouvoir sous la tutelle de l'étranger. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. N'entrons pas dans les détails. C'est ce qui se passe partout, n'est-ce pas? Et avec la complicité de ceux qui avaient évidemment tout intérêt à, s'emparer des dépouilles de l'empire défunt. Et cela a provoqué un traumatisme, n'est-ce pas, dans la population. Mais je dois dire que j'ai fait récemment, j'ai déjà présenté ce livre à plusieurs reprises sur TV Liberté, parce qu'il m'invite régulièrement. J'apprécie beaucoup cette chaîne de TV Liberté. Et puis Pierre-Yves Rougeron, qui l'a réédité, parce qu'il avait déjà été édité en 2018. Et puis, il a été saboté par son éditeur, donc on ne pouvait plus le trouver. Et Pierre-Yves Rougeron l'a réédité avec quelques ajouts. J'ai ajouté un chapitre sur Bartine, et aussi un chapitre de conclusion sur ce que j'ai appelé les deux Russies, pour essayer d'expliquer le divorce qui est permanent entre justement une partie de l'intelligentsia qui est toujours disons hantée par le modèle occidental démocratique, qui l'oppose évidemment à l'autocratie russe, et donc ça entraîne, disons, c'est au fond un processus qui était très très violent dans les années 90, qu'on pourrait dire un processus d'autoflagellation. Parce qu'on oublie souvent que ce sont souvent les Russes eux-mêmes, beaucoup plus que les autres, n'est-ce pas, qui se retournent contre leur passé, qui font le procès de toute leur histoire. C'est ça à quoi j'ai assisté dans les années 90. Pas seulement le goulag et l'histoire et la période soviétique. Non, c'était les Russes eux-mêmes se dénigraient eux-mêmes, n'est-ce pas, en idéalisant l'image d'un Occident, d'un paradis occidental démocratique, où règne la liberté, la prospérité, la consommation, etc., n'est-ce pas? Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans 90 ou 99% des cas, les Russes qui franchissent le pas, eh bien, sont très déçus. Ils sont très déçus de cet Occident qu'ils avaient rêvé. Et quand ils sont confrontés à la réalité, eh bien, ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner chez eux. Et moi, j'ai assisté à un exemple, ça a été par exemple de celui d'Alexandre Zinoviev, n'est-ce pas, que j'ai bien connu, dont j'ai traduit d'ailleurs un des derniers ouvrages, qui s'appelle La supra-société globale et la Russie, où là, il revient complètement... Ça a été le cas de Solzhenitsyn aussi. Comment ? Ça a été le cas de Solzhenitsyn. Ça a été le cas de Solzhenitsyn, mais c'était beaucoup plus flagrant chez Zinoviev. Mais Solzhenitsyn aussi, parce que en parallèle à ce journal de Moscou, où je décris l'état quand même assez calamiteux de cette Russie soi-disant démocratique et libérale, ouverte vers l'Occident, on peut faire un parallèle avec La Russie sous l'avalanche, qui est une série de reportages de Solzhenitsyn en 1998. À l'époque où vous y étiez d'ailleurs, et oui, vous aussi. Vous y oui.
Non, en 98, non. Quand l'État russe a fait faillite, s'est mis en défaut, et que on a raflé toutes les économies des Russes, ce qui peut nous arriver à nous maintenant, attention. Parce que quand un État se met en faillite, eh bien on se retourne vers les particuliers. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est exactement ce qui s'est passé, et c'était un désastre. Alors la population était complètement désemparée. Vous savez, il était même question de démembrer la Russie, de la diviser en plusieurs petites autonomies sous la coupe de l'Occident, ce qui était un moyen, évidemment, de s'emparer de ses richesses, ça c'est évident. Donc voilà, c'était ça le projet. Et puis, il y avait qui disait, mais comme les Russes sont souvent un peu superstitieux, seul un miracle pourra nous sauver, seul un homme providentiel envoyé par le ciel pourra nous tirer d'affaire. Alors c'est peut-être exagéré de considérer Vladimir Poutine sous cet angle-là, mais c'est quand même le rôle qu'il a joué. Quand même, parce que quand on voit d'où il est parti, en provenant d'ailleurs de ce milieu, n'est-ce pas? De ce milieu qui provoquait cet état cet effondrement, qui profitait de cet effondrement, n'est-ce pas? Il faisait partie, il a été propulsé par cette classe-là, et puis il s'est retourné, parce que simplement c'était vous me parlez la différence entre, qu'est-ce qui fait la différence entre la mentalité russe et la mentalité des Français? Je crois que le russe, avant tout, il est patriote. Il est patriote, et il va privilégier les intérêts de son pays par rapport à ses propres intérêts personnels. Et ça, c'est lié à l'orthodoxie aussi, n'est-ce pas? Donc on est dans une perspective diamétralement opposée. Emmanuel Todd dirait que c'est un modèle patriarcal de la famille. Voilà, c'est ça. Quelqu'un comme et où l'individu n'est pas la première chose. Voilà. Et chez nous, c'est l'individu qui est propulsé comme un culte de l'individu, on dirait absolu, n'est-ce pas? L'individu a tous les droits. Une femme a le droit de sacrifier son enfant parce que c'est son bon plaisir. On en est là. Hein. Si vous regardez les lois sur l'avortement, c'est pas que je sois pour ou contre l'avortement, mais là c'est quand même un infanticide légalisé. Et tout le monde l'accepte parce que c'est la nouvelle doxa, c'est la nouvelle idéologie. Donc vous savez, on est complètement à front renversé. On est en face d'idéologies diamétralement opposées. Alors il y a une partie des Russes qui a adopté cette idéologie qui règne chez nous. Mais avec beaucoup de... Je répète, parce qu'il y a chez eux une grande part d'idéalisation. Parce qu'au fond, ils ne connaîtront vraiment à quelle réalité correspond l'image qu'ils ont de l'Occident quand ils viendront vivre ici. Et quand ils verront les avantages, mais aussi les inconvénients. Et donc, il y a chez les Russes, si vous voulez, et puis aussi un attachement à la tradition, un attachement à la mémoire. Il y a quelque chose dont on s'est beaucoup gaussé ici, vous savez, si vous écoutez Madame Ackerman ou les autres qui quoi, le régiment immortel, quelle bêtise, quelle faute. Mais vous vous rendez compte quel devoir de mémoire quand des millions de Russes portent les portraits de leurs parents morts à la guerre, c'est pas seulement par rapport à la guerre, c'est pas seulement par rapport à la victoire. C'est une sorte c'est un hommage des fils envers les pères. Et moi, j'ai traduit l'œuvre d'un philosophe russe qui s'appelle Nicolas Fyodorov, qui s'appelle La philosophie de l'œuvre commune. Alors, l'œuvre commune pour Fyodorov, c'était ce qu'il appelait en quelque sorte la ressuscitation des pères par les fils. À partir d'une sorte d'utopie, il faut bien dire évidemment, d'utopie à la fois scientifique et religieuse, assez proche. On a parfois comparé à Teilhard de Chardin, vous voyez, dans cette optique-là. Et alors, c'est un objectif, c'est un but. Mais lui, il était persuadé qu'avec l'apport de la science et un travail évidemment moral sur soi-même, n'est-ce pas, un travail vraiment de purification, n'est-ce pas, dans les générations, disons actuelles, on pourrait arriver à
disons, il faut ressusciter les pères, ou en tout cas, disons, manifester sa fidélité aux ancêtres. Oui, c'est une sorte de culte des ancêtres. Hein. Et alors ça, c'est en totale opposition avec l'idéologie qui prévaut chez nous. Bon, c'est même pas la peine d'entrer dans les détails. Oui. Le wokisme, le LGTB, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est... Surtout la French Theory, c'est-à-dire que tout se vaut. Tout circule, tout est fluide. Alors, dans la French Theory, vous pourriez parler des philosophes c'est-à-dire un peu, c'est la philosophie qui a, je dirais, reprogrammé l'art à partir des années 80. C'est-à-dire aucune transcendance, tout est horizontal, tout circule, tout doit être fluide, et pour que tout soit fluide, il ne faut pas de hiérarchie. Alors, il y a plusieurs aspects, et plusieurs auteurs aussi qui ont Bien sûr, tout à fait. Et dans ce qu'ils disent, c'est des choses... Moi, je me suis plutôt... J'ai quand même accordé beaucoup d'importance à l'un de ces auteurs, qui d'ailleurs a été resté un peu chez nous de côté, c'est Baudrillard. Oui. Parce que il a fait un livre en 1982 qui s'appelle Simulacre et simulation, où il décrypte exactement l'état de la société à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé la mutation qui aboutit aujourd'hui à cette espèce de chaos que tout le monde, malheureusement, est en train de constater. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire le rôle de la simulation, l'importance de la fausse parole, l'inversion des rôles, le déni des réalités, la tyrannie du consentement au nom de la sacro-sainte démocratie. Voilà. Et ça, il faut reconnaître qu'en grande partie, les Russes ont réussi ils sont passés par là. Oui, eux, ils ont connu ça avant. Ils ont connu ça avant, et ils sont bien décidés à ne plus recommencer. Donc, ça peut expliquer aussi certaines, disons, comment dirais-je, soumissions aussi, n'est-ce pas? Parce que, à choisir, ils préfèrent la stabilité. Ils préfèrent cet ordre qui leur assure quand même la sécurité et aussi une amélioration aussi sur le plan social, il faut bien dire, et aussi qui a remis la Russie au rang d'une grande puissance. Et ça, c'est un facteur fondamental pour les Russes, parce que l'empire. Moi, quand on connaît la Russie, on peut savoir que l'idée de convertir la Russie à la démocratie selon le modèle occidental, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est comme vouloir faire la même chose avec la Chine. Absolument. Ça n'a pas de sens. La Russie est un empire. Elle n'est pas seulement un empire sur le plan territorial, elle est un empire dans les esprits. Elle est un empire dans les consciences, n'est-ce pas? Le Russe, je vous dis, il préférera... il pourra se sacrifier. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce qu'on ignore ici. Pourquoi, dans la guerre actuelle, la Russie arrive à tenir? Parce qu'il y a un élan de patriotisme extraordinaire chez les jeunes qui se font enrôler volontairement. Ils ne sont pas obligés, n'est-ce pas? C'est ça. Aujourd'hui, vous verriez des Français faire ça? Non, jamais de la vie. Non, il n'y a rien pour ça. Jamais. Donc, et ça, c'est là la différence, vous voyez. C'est que et ça a été aussi modelé pendant 3/4 de siècle de régime communiste. Et là, il y avait une sorte de continuité, il faut dire, entre la Russie traditionnelle et la Russie communiste. Oui, vous dites que Marx et Lénine s'étaient adaptés au peuple russe quand ils ont injecté l'hégélianisme, enfin, qui était déjà là avant. Alors là, il y a un chapitre que j'ai consacré à Dostoïevski par rapport à Hegel, parce que, d'après ce que j'ai pu étudier, de ce que j'ai pu comprendre, l'influence de Hegel en Russie a été énorme. Et elle a déterminé toute l'évolution qui a conduit à la révolution, avec cette déification du sens de l'histoire, vous voyez. Déification du sens de l'histoire. Et ça c'est la racine même du bolchevisme. Et donc, il a été beaucoup plus important que Marx lui-même. Parce que Marx, quand même, il avait... Enfin, il pourrait s'adapter d'ailleurs au capitalisme occidental comme au système communiste. Voilà, il y avait d'autres critères. Mais c'était cette déification du sens de l'histoire. Et l'un des rares à s'opposer à cet hégélianisme, c'est Dostoïevski, quand il a écrit Le Double,
qui est une parodie romanesque de la dialectique du maître et de l'esclave, puisqu'il montre que l'esclave supplante le maître, n'est-ce pas? Et là, l'envoie dans un hôpital psychiatrique et prend toutes ses places. Voilà, mais c'est une parodie grotesque à la Gogol, vous voyez, dans l'esprit de Gogol. Et ben, il n'a eu aucun succès parce que justement tous les autres, Bielinski et les autres, étaient complètement sous l'emprise de Hegel, n'est-ce pas? Et de ce sens de l'histoire, n'est-ce pas? De cette conception. Sacralisation du et, oui, mais même parce que Dieu va venir après. Dieu n'est pas avant. Et ça revient. Je rejoins un peu Fyodorov d'ailleurs, parce que c'est que les hommes qui vont créer Dieu. C'est pas Dieu qui impose sa volonté aux hommes. Ce sont les hommes qui vont créer Dieu, n'est-ce pas? C'est le Dieu qui va advenir à la fin de l'histoire. Après que les hommes l'aient aidé. Après que les hommes l'aient, voilà. Et pour cela, il faut des sacrifices. Mais dans ce livre, La Russie et son double, il y a énormément, vous citez énormément d'œuvres littéraires où apparaît cette double... cette ambiguïté permanente qui fait partie de la vie intellectuelle russe, finalement. Je vous dis, parce qu'il y a d'un côté cet attachement, disons, au passé, ce conservatisme profond, traditionnel, religieux, n'est-ce pas, qui est ancré. Mais en même temps, il y a cette fascination pour l'Occident, le syndrome occidental. Et c'est le syndrome occidental qui a causé cette sorte de suicide, il faut dire, n'est-ce pas, qui a été la dissolution de l'URSS. Parce qu'au fond, rien n'y obligé. Hein. On a dit que c'était pas à cause de... Non, pas du tout. C'était simplement une volonté délibérée de rompre avec toute cette oppression, cette chape de plomb, etc., de s'ouvrir vers l'Europe, considérer que la Russie faisait partie de l'Europe, et d'établir un partenariat, mais un partenariat fondé sur une égalité et non sur la suprématie de l'un par rapport à l'autre. Et tout est là. Tout est là. Et les Occidentaux ont considéré que le communisme étant vaincu, c'était la Russie qui était vaincue. Donc on va la traiter on va la coloniser, on va la traiter en vassale, n'est-ce pas? Et on ne va pas se gêner, c'est aller jusqu'à la rupture actuelle, qui n'était pas du tout souhaitée par personne. Non, pas du tout. Il y a été contraint parce qu'il y a un moment où on ne peut pas aller... Il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir, sinon il mettait en péril l'existence même de la Russie. Et les Russes en étaient conscients. C'est ça qui s'est joué. Alors il a très mal joué lui-même, pas justement parce par son syndrome occidental, il croyait toujours qu'on peut toujours faire des compromis. Et il avait confiance dans ses partenaires quand on signe les accords pour Maïdan, quand on signe les accords de Minsk. Et en réalité, il s'est aperçu qu'on l'avait floué. Alors là, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de confiance, vous voyez. C'est ça qui s'est passé. Alors on va le diaboliser parce qu'on va toujours plaquer toutes les idées. Voilà, l'empire, l'impérialisme, etc., l'expansionnisme, qui est une absurdité. Parce que même s'il en avait le désir, il n'en aurait pas les moyens. Oui, c'est ce que dit Emmanuel Todd. Il dit ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez de population pour faire ça. La démographie ne va pas du tout dans ce sens-là. Parce qu'ici, on fait de la politique. Et on ne peut pas occuper. Pour pouvoir envahir, il faut occuper. Et pour occuper, il faut avoir une démographie débordante. Et d'ailleurs, l'Amérique ne peut pas non plus... elle est dans le même problème démographique. Donc, et nous, en Europe, tout le monde est dans ce problème démographique. Donc, cette guerre est absurde parce qu'on n'en a pas les moyens démographiques, tout simplement. Mais cette guerre est complètement absurde. Absurde. Parce que si vous considérez l'intérêt des deux parties est de coopérer. Et cela a failli arriver. Il y a eu un partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Russie jusqu'en 2004. Et ce partenariat a été rompu à partir du moment où les pays baltes, la Pologne, tous les pays, dans les anciens pays de l'Est qui avaient un compte à régler avec la Russie au nom à cause du passé soviétique, hein, parce qu'ils avaient pâti, évidemment, et ça il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Ils avaient tous souffert de de l'emprise et vous pensez que c'est effectivement, vous dites que ce sont les pays de l'Est qui ont véritablement voulu la vengeance. Ils ont introduit ce mythe
mais complètement farfelue, de la menace russe, alors que les Russes ne cherchaient qu'à établir, et ça vous l'avez bien montré à propos de Poutine dans votre livre, vous êtes une des rares à avoir noté qu'il était en fait pro-occidental. Oui, ça je le crois profondément. Pour rebondir juste sur la faiblesse démographique, il faut bien se rendre compte que la Russie, c'est 25 fois la France, 11 fuseaux horaires et seulement 2 fois la population française. Concentrée d'ailleurs sur la partie occidentale de la Russie, avec un vide en Extrême-Orient, alors que c'est là que sont les ressources naturelles les plus importantes. Et toutes ces dernières années, tout l'effort économique était axé sur le développement de l'Extrême-Orient, avec le Forum économique de Vladivostok, avec cet hectare de terre donné à la population d'abord de l'Extrême-Orient, puis à l'ensemble de la population russe, pour peu qu'ils aient un projet de développement. Et c'est vrai que il me semble qu'on se trompe sur la menace et la volonté d'expansion de la Russie sur son flanc occidental. Bien sûr, elle n'a aucune intention et aucune possibilité. Donc pas les moyens. Alors on lâche comme ça, n'est-ce pas? Et tout le monde y croit. Et alors moi, ce que je trouve de particulièrement atterrant, c'est l'indice de la, disons, de la baisse de la faculté de jugement chez les gens, n'est-ce pas? Une espèce de véritablement d'abêtissement, d'avilissement de l'intelligence. Vous savez, quand j'étais, je le cite, quand j'étais justement dans les pays de l'Est, souvent mes interlocuteurs me disaient, admirer l'intelligence des Français. Ils disaient, vous les Français, vous êtes des gens intelligents. C'est un peuple intelligent. Ils avaient raison à ce moment-là. Mais ils ne pourraient pas en dire autant aujourd'hui, hélas. Gérard Cognot, vous avez joué un grand rôle dans le développement de la littérature de l'Est en général. Vous étiez à l'âge d'homme et vous aviez à la direction d'une collection. C'est ça. Et donc vous avez été vraiment un intermédiaire à une époque où il y avait des frontières très lourdes. D'ailleurs, aujourd'hui, Chantal Delsol est chargée d'essayer de recomprendre et de faire en sorte de réunir un peu tous ces intellectuels de l'Est que nous ne connaissons pas, pas suffisamment, mais souvent que vous connaissiez, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde finalement. Mais entre autres, j'ai eu cette chance, en quelque sorte, de connaître et de m'intéresser à la fois à la culture russe et à la culture polonaise. Et donc j'ai traduit beaucoup d'auteurs polonais et qui étaient tous. Alors ça, c'est ça aussi que par rapport aux idées préconçues qu'il est bon de connaître, de savoir, c'est qu'ils étaient tous passionnément russophiles. Oui. Passionnément russophiles. Même Miloš qui était polonais. Mais tous. Moi d'abord Witkiewicz. Oui. Witkiewicz, au moment de la Première Guerre mondiale, il était avec Malinowski, comme ça, en Indonésie ou quoi. Quand il apprend que la déclaration de guerre, il vient s'inscrire à Saint-Pétersbourg pour faire la guerre du côté russe, comme officier du régiment Pavlovski de la Garde, par russophilie. Et il disait que la Pologne s'est trompée, elle aurait dû, au lieu de se tourner vers Rome et vers l'Occident, elle aurait dû se tourner vers Byzance et s'allier à Moscou. J'ai traduit Vath, qui lui est passé par les présidences staliniennes, mais qui, dans le livre qui va d'ailleurs être réédité bientôt, ça s'appelle Mon siècle, c'est son Oui, très passionnante. Vous parlez de Miloš et de Vath comme des témoins de toute cette époque qui sont passés du communisme à l'Ouest, si on peut dire, mais avec l'esprit critique. Et ce qui est aussi passionnant, c'est vous décrivez très bien la nature de leur conversion qui passe par la littérature, par la poésie. Là, c'est ça, la poésie, la langue. Et ils parlaient russe entre eux. Ils préféraient même parler russe entre eux plutôt que polonais. Moi, j'ai assisté à des choses. J'ai bien connu Joseph Chapski, que j'ai traduit, qui était un très très grand personnage, parce qu'il était un grand peintre. Il était l'un des fondateurs de Kultura,
qui a été vraiment l'âme de la Pologne sous le communisme. C'était ce centre culturel. Il y avait 4 personnes qui au fond, disons, incarnaient toute l'âme polonaise, n'est-ce pas, la résistance de la Pologne au système totalitaire. Hein. Mais lui-même, il était parent de Tchitcherine, lointain parent de Tchitcherine, dont j'ai traduit d'ailleurs un texte sur Mozart de Tchitcherine, vous savez, le commissaire des peuples aux affaires étrangères, qui a dirigé les affaires étrangères, la politique étrangère russe jusqu'en 1930. Pierre Pascal avait collaboré avec lui. C'était un personnage extraordinaire, très cultivé, qui était issu de la grande aristocratie russe et qui avait une passion pour la musique et il disait dans ma vie j'ai 2 passions, Mozart et la Révolution. Alors j'ai fait un livre qui s'appelle Tchitcherine, Mozart et la Révolution et j'ai traduit un essai qu'il a écrit lorsqu'il était malade vers la fin de sa vie sur Mozart, qui est vraiment un des textes les plus, je dirais, subtils, n'est-ce pas, que l'on ait pu écrire sur Mozart. Quand je l'ai publié, évidemment, ça a été complètement... Personne n'y a fait attention. On a propagé c'était à l'époque c'était l'année Mozart pourtant. C'était Philippe Soler, Schmitt, machin, qui écrivait des bêtises, mais alors sur Mozart, des anecdotes, des choses stupides. Et ce livre, il n'a été apprécié que par quelques musiciens que je connaissais, à qui je l'ai donné à lire, n'est-ce pas, des compositeurs, des pianistes. Mais sinon, tout ce milieu-là, médiatique, culturel, qui est vraiment d'une nullité. Mais alors. Enfin, c'est vrai que ce regard décalé d'est vers l'ouest, c'est aussi Weidler. C'est Miloš, c'est Katz. Mais Weidler a été pour moi vraiment une lumière pour comprendre ce qui était en train de se passer, parce qu'il avait ce regard qui traversait l'Europe. Absolument. En fait, de Russie en Europe. Il a vécu beaucoup en France. La Russie est présente. Et il s'est intéressé non seulement à la peinture, mais à la musique, à la littérature, et qu'il parlait allemand, français, russe, enfin, anglais. Donc on a besoin de cela pour pouvoir, surtout dans une époque où les frontières s'effacent, savoir où l'on est. Et votre livre, d'ailleurs, Gérard Cognot, est d'une extrême complexité, parce que effectivement, là, je pense que c'était difficile peut-être de nous suivre, parce qu'on n'a peut-être pas été très discipliné dans l'ordre de la description qu'il y a dans ce livre, mais vous nous donnez des clés. Hein, dans le titre, une des clés, c'est le double, vous nous en avez parlé longuement, mais également, vous décrivez comment fonctionne le totalitarisme. Et ce totalitarisme, il n'est pas seulement à l'Est, il est partout. Et c'est le XXe siècle, c'est la modernité qui a créé. Il y a le nihilisme aussi qui a créé des vides, et que ces vides, par appel d'air, vous décrivez bien tous ces mécanismes, et c'est des mécanismes subtils parce qu'on est encore dedans et qu'on peine à les voir. Vous citez énormément évidemment d'auteurs. Et là, on entre aussi dans une diversité humaine fantastique. Oui, j'ai essayé de montrer je voulais surtout montrer une autre image de la Russie que celle qui est colportée dans notre monde politico-médiatique, et bien sûr, et montrer l'apport de la Russie à la culture mondiale. Oui. Parce que il n'y aurait pas de structuralisme sans les formalistes, par exemple. On ne s'imagine pas ce qu'aurait été le cinéma, même le cinéma américain, sans le cinéma soviétique. Le théâtre, n'en parlons pas. Avec Stanislavski, Meyerhold, avec des orientations d'ailleurs parfois totalement opposées. C'est-à-dire que dans la Russie, vous comprenez, moi ce que j'ai aimé en Russie, chez les gens que je rencontrais, même les gens simples, c'est que chez eux prévaut toujours ce que je dirais l'homme créateur sur l'homme spéculateur. Et nous en Occident, malheureusement,
du fait d'une certaine évolution, on a toujours tendance à faire prévaloir la spéculation sur la création. Oui, j'ai trouvé cette remarque très, très importante. Et en tout cas, qu'on peut appliquer à la réalité pour la comprendre. Gérard Conniot, donc, ce livre, La Russie et son double, est un peu votre dernier état de réflexion et qui continue. Quel sera le prochain? Actuellement, j'écris beaucoup plutôt sur la musique, je vous dirais. Oui, mais il faut sur l'art, sur l'esthétique. Là, je participe à un groupe qui a organisé le colloque auquel vous êtes venu. Et récemment, aussi, ils m'ont invité à ce groupe que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très... Il y a une qualité vraiment d'échange, de réflexion, de connaissance. Alors, c'est un tout petit comité. Et donc, je vais continuer, je crois, à travailler avec eux parce qu'ils ont une maison, ils ont une collection et ils m'invitent à publier mes textes. Voilà. Donc, nous n'avons pas fini de vous recevoir ici et vous lire. Alors, la collection est... Alors ça, c'est Pierre-Yves Rougeron, c'est la collection Perspective Libre. D'accord. Voilà, il publie beaucoup. Bon. Pierre Rougeron, il a créé le cercle Aristote. Oui, Aristote qui est très important et où il y a beaucoup de débats. Et surtout, je vous rappelle qu'on peut visiter cette merveilleuse maison. Oui, ça j'ai appris avec beaucoup de... Soyez les bienvenus, je vous accueille quand vous voulez. Voilà, alors le mail, c'est... Lesoaques, LESZOAQUES, tout simplement, c'est le nom de la maison, @gmail.com. Et ensuite, vous avez le rendez-vous avec France 5, au mois d'août. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.